Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Amérindiens ont opté pour des tipis plutôt que des habitations conventionnelles? Beaucoup pensent que c'était simplement parce qu'ils étaient plus simples à construire. Pourtant, les raisons profondes sont bien plus fascinantes et pourraient vous choquer. Imaginez si certains contemporains trouvaient le déménagement annuel insurmontable. Les tribus Lakota, Cheyenne et Pieds Noirs auraient ri de nos difficultés de déménagement modernes, n'étant pas gênés par des entreprises de déménagement douteuses, ni par la nécessité d'emballer leur porcelaine fine dans du papier bulle. Voici l'aspect fascinant des bisons. Ils servirent de service de livraison de produits alimentaires préhistoriques, sans jamais se fixer au même endroit. Ces troupeaux gigantesques traversèrent les grandes plaines, laissant aux tribus amérindiennes deux options: suivre la nourriture ou mourir de faim. Maintenant, discutons de l'aspect pratique de l'érection d'une maison permanente par rapport à un tipi. Autrefois, construire une cabane en rondin était comparable à l'assemblage d'un meuble Ikea complexe, mais sans mode d'emploi et avec un travail bien plus laborieux. Des mois de tâches physiques exigeantes, comme l'abattage d'arbres, le transport des rondins et leur assemblage méticuleux, étaient nécessaires. Malgré toutes ces difficultés, le résultat était une habitation élégante et temporaire, qui pouvait être abandonnée lorsque des troupeaux de bisons menaçaient. À l'origine, le tipi servait de maison portable, facilement démontable en moins d'une heure par des familles expérimentées, qui l'enroulaient ensuite et se préparaient au déménagement. Il est intéressant de noter que des familles amérindiennes accomplies parvenaient à transporter leurs tipis et leurs biens sur seulement 2 chevaux, un exploit qui serait encore un défi aujourd'hui. La véritable ingéniosité résidait dans la conception elle-même. Des siècles avant que le système de maisons modulaires ne devienne un terme architectural à la mode, les Amérindiens maîtrisaient déjà ce concept. Chaque élément du tipi avait une fonction particulière et pouvait être facilement remplacé en cas de dommage. Les poteaux, des composants standardisés, le revêtement en peau de buffle, méticuleusement coupé et cousu pour garantir un ajustement parfait. C'était une véritable prouesse d'ingénierie antique. Imaginez le transport d'une maison en bois entière à travers les plaines. Cela nécessiterait une multitude de personnes, d'innombrables chevaux, et peut-être même un miracle. Les Amérindiens ont relevé ce défi en disant « Non, nous serons plus ingénieux ». Et penchons-nous un instant sur quelques chiffres, car c'est là que cela devient vraiment fascinant. Une famille amérindienne typique pouvait démonter son tipi, emballer tous ses biens et être prête à déménager en environ 45 minutes. La même famille pouvait s'installer dans un nouveau lieu en à peu près le même temps. Cela signifie qu'elle pouvait déménager toute sa maison en moins de temps qu'il n'en faut à la plupart d'entre nous pour regarder un épisode de notre série télévisée préférée. Il est à noter que leur mode de vie nomade a profondément façonné leur vision de la vie. Ces peuples n'avaient pas adopté un mode de vie transitoire par accident. Ils l'ont pleinement adopté et ont structuré toute leur culture autour de lui. Leurs habitations ne servaient pas seulement d'abri. Elles symbolisaient leur conviction que la vie est en perpétuelle évolution. Concernant les matériaux de construction, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas simplement abattu des arbres pour construire des cabanes en rondins. Les grandes plaines présentent une particularité intéressante. Les arbres y étaient rares. Au XIXe siècle, les arbres y étaient aussi rares que les smartphones, voire inexistants. Si certains contemporains déplorent le manque d'espace de rangement, les Amérindiens des plaines étaient confrontés à un problème plus urgent: trouver suffisamment de bois pour construire une maison solide. Les Iroquois et les Cherokees, en comparaison, avaient la vie facile. Dans les forêts denses, les arbres abondaient aussi souvent que les cafés urbains, permettant à ces tribus forestières de construire sans effort leurs maisons en bois. Cependant, la vie sur les vastes prairies, évoquant une mer infinie, manquait de ce confort, les arbres étant rares et insaisissables. Une étude scientifique des Grandes Plaines a révélé que, dans certaines régions, il fallait parcourir plus de 80 kilomètres pour trouver un bosquet propice, l'équivalent d'un trajet en voiture jusqu'à une autre ville juste pour se procurer des matériaux de construction, mais sans le luxe de la voiture. Pourtant, les plaines regorgeaient d'immenses troupeaux de bisons. Des documents historiques indiquent qu'avant le XIXe siècle, en Amérique du Nord, on comptait environ 30 à 60 millions de bisons en liberté. C'est plus que la population actuelle de nombreux pays.
Chacun de ces magasins d'approvisionnement mobile était équipé d'articles essentiels aux tribus des plaines, comme des peaux épaisses et robustes, parfaites pour la fabrication de tipis. Fait intéressant, il fallait environ 12 à 20 peaux de bison pour fabriquer un seul grand tipi. Bien que cela puisse paraître considérable avec des millions de bisons disponibles, il s'agissait en réalité d'une source infinie de matériaux de construction gratuits, livrés directement. Le processus de transformation des peaux de bison en housses de tipi était étonnamment ingénieux. Les femmes, qui occupaient souvent les fonctions d'architectes et de bâtisseurs dans de nombreuses tribus des plaines, nettoyaient et préparaient méticuleusement chaque peau avant de la coudre avec des tendons d'animaux, véritables fils naturels. Le savoir-faire était tel que l'objet fini était pratiquement imperméable. Les tentes modernes produites en série peinent à égaler ce calibre. Parlons maintenant d'entretien. Une maison construite en bois dans les plaines était comparable à la préservation d'un château de sable au milieu d'un ouragan. Les vents incessants, les températures extrêmes et la rareté des matériaux de réparation auraient transformé l'entretien en véritable calvaire. En revanche, les tipis en peau de bison étaient notés comme des maisons auto-réparables. Les dommages sur une partie pouvaient être réparés en remplaçant cette section par une nouvelle peau. Il n'était pas nécessaire de démolir la structure entière ni de se lancer dans un voyage effréné vers la forêt la plus proche, qui pouvait se trouver à 80 km. Les tribus des plaines ne se contentaient pas de faire avec. Elles faisaient preuve d'ingéniosité plutôt que de travailler sans relâche. Au lieu de se débattre avec la construction et l'entretien laborieux des cabanes en rondins d'autres cultures, ces peuples ont trouvé le moyen d'exploiter leurs abondantes ressources naturelles pour construire des habitations habitables et fonctionnelles. Ils ont ainsi été les pionniers d'une forme précoce d'architecture écologique, sans aucune formation formelle. Les peaux de bison étaient non seulement un matériau de construction pratique, mais aussi une solution efficace aux conditions climatiques capricieuses des grandes plaines. En cas de pluie, elles se contractaient et amélioraient l'étanchéité, tandis qu'en cas de forte chaleur, elles pouvaient être ajustées pour la ventilation. Les tipis, outre leur adaptabilité aux changements climatiques rigoureux et aux violentes tempêtes des grandes plaines, étaient une merveilleuse illustration des variations de tempérament les plus extrêmes de la nature, pour quiconque n'a jamais vécu dans les grandes plaines. En un clin d'œil, on est trempé comme dans un sauna. Puis on frissonne à la recherche d'une couverture plus épaisse. Une journée d'été ordinaire connaît des variations de température si rapides, passant d'une chaleur étouffante de 38 °C sous le soleil à un froid glacial de 10 degrés une fois le soleil couché. Ma tante, qui vit en Floride, l'a appris à ses dépens lorsqu'elle a visité le Nebraska sans préparation, avec seulement des shorts et des t-shirts dans ses bagages. Ces variations de température imprévisibles auraient représenté des défis considérables pour les tribus des plaines vivant dans des maisons en bois. En effet, sans climatisation moderne, isolation ni étanchéité adéquate, ces habitations ressembleraient à un four grille-pain surdimensionné le jour et à un réfrigérateur la nuit, loin d'un cadre de vie confortable. Pourtant, les tipis, réputés pour leur conception intelligente, ont intelligemment utilisé des murs en peau de buffle, non seulement durables, mais aussi astucieux, offrant un répit par temps rigoureux. Lors des chaudes journées d'été, les habitants pouvaient facilement surélever la base de leur tipi, favorisant ainsi un courant d'air rafraîchissant. C'était comme ouvrir toutes les fenêtres d'une maison, mais en plus polyvalent, car le flux d'air pouvait être régulé avec précision. S'il y avait trop de vent, il suffisait d'abaisser un côté, et s'il faisait trop chaud, d'en relever un autre. Cela fonctionnait comme un thermostat antique. La conception pour l'hiver était tout aussi astucieuse. Les mêmes murs en peau pouvaient descendre jusqu'au sol, entourés d'une isolation supplémentaire à la base. Certaines tribus ajoutaient même des couches supplémentaires de peau de buffle pendant les mois les plus froids. Des documents historiques révèlent que même lorsque les températures chutaient jusqu'à 40 degrés Fahrenheit, les personnes logées dans des tipis restaient étonnamment à l'aise. Des découvertes archéologiques indiquent que les tribus des plaines avaient conçu des adaptations saisonnières uniques pour leurs tipis. En hiver, les tipis avaient généralement un angle unique pour leurs poteaux, créant une pente plus raide, facilitant l'évacuation efficace de la neige. Cependant, c'est lors des fortes tempêtes que leur conception ingénieuse s'est révélée pleinement. Quiconque connaît Tornado Alley sait que les vents locaux sont impitoyables, capables de renverser des voitures et d'arracher des toits d'immeubles.
Fait remarquable, les tipis sont restés debout comme des champions. Leur forme conique était une application naturelle de l'ingénierie aérodynamique. Plutôt que de s'opposer au vent comme une barrière de bois résistante, les tipis laissaient le vent circuler sans effort autour d'eux. Ce principe est similaire à celui des gratte-ciel modernes, à la différence que les tribus des plaines le maîtrisaient depuis des siècles. Des études sur la conception traditionnelle des tipis indiquent qu'ils pouvaient résister sans problème à des vents allant jusqu'à 110 km/h, alors que les codes du bâtiment contemporain n'imposent généralement aux structures qu'une résistance à des vents d'environ 145 km/h. Remarquable, même avec les avancées technologiques et de construction actuelles, n'est-ce pas? Le mécanisme de clapet anti-fumée sur les tipis était une invention géniale. Ces clapets réglables servaient non seulement à évacuer la fumée, mais constituaient également un système de ventilation complexe. En les réajustant en fonction de la direction du vent, les habitants pouvaient réguler le flux d'air à l'intérieur de leur habitation avec une précision remarquable, à l'image d'un système de maison connecté, mais fonctionnant avec bon sens plutôt qu'avec l'électricité. Des études modernes en soufflerie ont confirmé que ces clapets antifumée créaient une zone de basse pression au-dessus du tipi, contribuant ainsi efficacement à l'évacuation de la fumée, un principe toujours utilisé dans les systèmes de ventilation modernes. Quant à la pluie, les tipis étaient équipés pour la gérer. La couche extérieure en peau de buffle se resserrait naturellement lorsqu'elle était mouillée, formant une barrière quasi imperméable. Les gouttes qui parvenaient à s'infiltrer ruisselaient le long des murs inclinés, évitant ainsi les flaques d'eau au sommet, comme sur un toit plat. En revanche, les habitants des maisons en bois disposaient probablement de seaux prêts à recueillir les fuites, à condition de pouvoir se procurer suffisamment de bois pour la construction, un problème fréquent dans les plaines où les arbres étaient rares. Cette régulation thermique s'effectuait sans facture d'énergie mensuelle ni système de chauffage, de ventilation et de climatisation complexe. Une habitation autorégulée pourrait faire paraître superflu un thermostat intelligent, même si certains propriétaires modernes préféreraient échanger leur mensualité hypothécaire contre quelques peaux de bison. Les récits historiques des premiers explorateurs européens s'émerveillaient souvent du confort des tipis lors des intempéries. En 1851, un groupe de voyageurs s'abrita dans un tipi sioux au milieu d'un violent orage, étonnés de découvrir l'intérieur sec et chaud, alors que leur propre tente en toile était rendue inefficace par la pluie. Ces structures n'étaient pas de simples abris de survie. Il s'agissait d'habitations sophistiquées, perfectionnées au fil des générations d'essais et d'erreurs. Les architectes contemporains en ont pris note et ont étudié la conception des tipis pour s'en inspirer, afin de créer des bâtiments plus écologiques. Les systèmes de ventilation naturelle, le chauffage solaire passif et l'utilisation ingénieuse des matériaux reflètent les principes de construction écologique d'aujourd'hui. Il semble que nos ancêtres aient toujours maîtrisé l'ingénierie environnementale. Quant au confort, vous serez peut-être surpris d'apprendre la chaleur réelle que ces maisons portables offraient. Démystifions une idée reçue, le couchage. Beaucoup pensent que dormir au sol devait être inconfortable, mais la vie sous tipi raconte une toute autre histoire. Les tribus des plaines fabriquaient des couchages élaborés à partir de peaux de buffle et de matières végétales moelleuses, très proches des matelas contemporains, en mousse à mémoire, de forme en termes de confort et d'ajustement. Ces lits organiques épousaient la forme de l'utilisateur et offraient un soutien substantiel, réduisant ainsi les problèmes de dos chez les habitants des plaines, par rapport à leurs contemporains vivant dans des structures en bois. Les fabricants de matelas modernes en prennent bonne note. La conception d'un tipi témoignait d'efficacité. Un tipi familial standard mesurait environ 5 mètres de diamètre et 4,5 mètres de haut, offrant une surface habitable d'environ 18 mètres carrés, comparable à celle d'un studio contemporain. Contrairement à l'espace confiné des studios modernes, où l'on se cogne constamment contre les meubles, l'espace intérieur du tipi était intelligemment utilisé. Les objets étaient rangés le long des murs, libérant ainsi l'espace central pour les activités quotidiennes. En résumé, c'était comme les petites maisons de la série télévisée.
Sauf que les tribus des plaines maîtrisaient l'optimisation de l'espace des siècles avant que cette pratique ne devienne populaire. Cela peut paraître surprenant, mais les tipis offrèrent une meilleure qualité de l'air que de nombreuses maisons contemporaines. Le foyer central, associé à des clapets anti-fumée, créait un système de ventilation naturelle qui rendrait les ingénieurs CVC modernes jaloux. Contrairement à aujourd'hui, la fumée ne montait pas et ne s'échappait pas simplement. Elle générait un courant de convection qui aspirait l'air frais dans le tipi par sa base. Ce renouvellement d'air continu réduisait la poussière, les allergènes et éliminait l'air vicié souvent présent dans les maisons hermétiquement closes. Une étude des années 1960 a même révélé qu'un tipi bien agencé offrait un meilleur taux de renouvellement d'air que la plupart des maisons modernes équipées de la climatisation centrale. Réguler la température n'était pas seulement une question de survie, c'était aussi une question de confort. Les murs en peau de buffle, lorsqu'ils étaient là correctement tannés, constituaient d'excellents isolants, créant une membrane à la fois respirante et résistante aux intempéries. En hiver, l'espace entre la doublure intérieure et la couverture extérieure fonctionnait comme des fenêtres à double vitrage, retenant une couche d'air isolante. En été, cette même conception permettait de conserver efficacement la fraîcheur à l'intérieur. Des tests récents ont démontré qu'un tipi bien construit peut maintenir une différence de température allant jusqu'à 5 degrés locaux entre l'intérieur et l'extérieur sans chauffage ni climatisation mécanique. L'aspect le plus frappant, cependant, résidait dans la finesse des détails. Prenons l'exemple de la doublure du tipi. Non seulement décorative, mais aussi une merveille d'ingénierie. Elle empêchait la pluie de s'égoutter sur les poteaux, empêchait les courants d'air et créait la poche d'air isolante dont nous avons parlé plus haut. De plus, elle servait de surface réfléchissante pour le feu central, redirigeant la chaleur vers l'espace de vie, plutôt que de la laisser s'échapper par les murs. Ma facture de chauffage pourrait réduire mon anxiété si ma maison était aussi performante. Enfin, parlons des insectes, ou plutôt de leur absence. Contrairement aux cabanes en rondins, qui ressemblaient davantage à des hôtels de luxe pour les insectes locaux, en raison des larges ouvertures entre les rondins servant de passage à insectes, les tipis se sont révélés étonnamment résistants aux infestations. La fumée du feu central servait d'insectifuge naturel, et les murs en peau de buffle, bien ajustés, empêchaient tout accès facile. Contrairement aux structures en bois, les peaux de buffle étaient insensibles aux insectes xylophages, ce qui évitait les inspections antitermites. De plus, l'acoustique à l'intérieur d'un tipi était unique. Sa forme conique et ses parois souples créaient un effet d'amphithéâtre qui facilitait la communication tout en réduisant les bruits extérieurs, à la manière d'un système audio intégré conçu par la nature. Les aînés ayant grandi dans des tipis ont raconté qu'il était possible de chuchoter d'un côté à l'autre, tout en étant entendu clairement. Un exploit difficile à reproduire dans une chambre d'écho comme un salon moderne. Un tipi classique ne nécessitait qu'un dixième de bois de chauffage pour se chauffer par rapport à une cabane en rondin de taille similaire, ce qui affichait une efficacité énergétique impressionnante. De plus, l'entretien d'un tipi était plus simple que celui d'une maison en bois. Pas de planches pourries, pas de toit qui fuit, ni de travaux de peinture fréquents. Un traitement régulier des pots par fumage permettait de les maintenir en bon état pendant de longues périodes. Cependant, si les tipis offraient un confort exceptionnel, leur véritable valeur dépassait le simple abri. Si vous demandiez aujourd'hui à un agent immobilier quels étaient les éléments d'une maison idéale, il citerait probablement des termes comme concept ouvert et fluide. Or, les tribus des plaines avaient déjà compris ces principes, avant même la création de HGTV. Les tipis ne servaient pas seulement d'abri, mais aussi d'espaces sociaux, ingénieusement conçus, favorisant des liens familiaux et communautaires solides. La conception circulaire d'un tipi, à première vue, semble simple, mais il s'agissait en réalité d'un brillant exemple d'ingéniosité sociale. Chaque occupant était assis en cercle continu, face à face, il n'y avait pas de recoin fermé pour se cacher, ni de pièces séparées pour s'isoler. À la place, un espace ouvert favorisait la communication et la camaraderie. Il est amusant de constater que les entreprises contemporaines investissent aujourd'hui des millions pour créer des espaces collaboratifs qui imitent en substance ce que les tribus des plaines faisaient depuis des siècles.
Peut-être aurait-elle dû économiser et simplement acheter des peaux de bison. Des découvertes archéologiques indiquent qu'un tipi familial moyen mesurait environ 5 à 5,5 mètres de diamètre. Cela peut paraître peu spacieux, mais la disposition circulaire optimisait considérablement l'espace. Des recherches sur les modes de vie traditionnels montrent qu'une famille de 6 personnes pouvait vivre confortablement dans cet espace. Tenter d'accueillir autant de personnes dans une petite maison moderne risquerait de déclencher une dispute familiale. Dans les tipis des tribus des plaines, les interactions familiales étaient plus fréquentes que chez leurs homologues européens, vivant dans des maisons rectangulaires, grâce à leur agencement efficace. Le foyer central servait non seulement à cuisiner et à se chauffer, mais aussi à être le point central de la vie familiale. Contrairement aux maisons européennes, où les foyers étaient généralement placés dans un coin, le feu central du tipi favorisait les rassemblements communautaires. La lumière du feu permettait à chacun de voir clairement le visage des autres, rendant les récits et les conversations plus intimes. Les récits traditionnels suggèrent que cette conception était intentionnellement conçue pour renforcer les liens familiaux. Un récit du XIXe siècle, rédigé par un aîné, révèle que les enfants apprenaient l'histoire et les valeurs de leur tribu simplement en entendant des conversations autour du feu du soir. Chaque tipi était traditionnellement orienté vers l'est, non seulement pour capter la lumière du matin, mais aussi symboliquement vers le soleil levant. Une disposition standardisée était appliquée à tous les tipis du camp, rendant chaque habitation facilement reconnaissable. Cette disposition assurait une cohérence, permettant aux visiteurs de repérer facilement les objets dans le tipi de chaque famille. Les dortoirs étaient systématiquement disposés selon un schéma précis, séparant parents et enfants. Chaque membre de la communauté semblait ainsi posséder un plan tacite. Socialement, cette structure favorisait non seulement la dynamique familiale, mais aussi les rassemblements tribaux et les événements communautaires. Les tipis pouvaient être disposés en cercle pour créer de plus grands espaces communs lors de cérémonies ou de célébrations. Des découvertes archéologiques révèlent l'existence de cercles de tipis composés de centaines de tipis, comme sur un site célèbre de l'Alberta, au Canada, qui abritait plus de 400 familles, un nombre surpassant celui de nombreux complexes d'appartements modernes. L'aspect intimité de la vie sous tipi était remarquablement pris en compte. De grands volets pouvaient être tirés sur les ouvertures pour offrir un isolement si nécessaire, tout en préservant l'esprit de communauté et l'ouverture. Bien que ne constituant qu'une seule étendue, les tribus des plaines imaginaient des méthodes complexes pour établir des secteurs privés lorsque cela était nécessaire. Des cloisons de fortune en peau de buffle permettaient de séparer momentanément les zones, tandis que la disposition des biens le long du périmètre délimitait naturellement les limites. Cela s'apparentait à des cloisons flexibles, sans pour autant nécessiter de coûteuses portes coulissantes ou des cloisons permanentes. La structure du tipi s'avérait également idéale pour les familles qui s'agrandissaient. Après le mariage, un jeune couple n'avait pas besoin d'accumuler des économies pendant de longues périodes pour acheter son propre logement. Il lui suffisait simplement de disposer de suffisamment de peaux de buffle pour construire son propre tipi. Ces nouvelles habitations pouvaient être placées à côté des tipis de leurs parents, favorisant ainsi la création de cellules familiales élargies, chargées de l'éducation des enfants et des personnes âgées. Il n'y avait pas besoin de maisons de retraite coûteuses, ni de garderies. L'aspect social de la vie en tipi influençait même la façon dont les biens étaient conservés. Les objets étaient soigneusement rangés le long des murs, sans être dissimulés dans des compartiments fermés ou des conteneurs verrouillés. Ce système de rangement ouvert facilitait le partage naturel et sans effort, les objets étant facilement repérables. Si quelqu'un avait besoin d'un objet, son emplacement était immédiatement visible. L'agencement physique transparent favorisait une atmosphère communautaire, imitant ce que de nombreuses sociétés contemporaines s'efforcent de réaliser grâce aux plateformes d'économie collaborative et aux initiatives communautaires. Les tipis, notamment, pouvaient être interconnectés pour les grands événements, en ajustant les poteaux et en fusionnant les couvertures. Cette conception polyvalente constituait un centre communautaire flexible, sans frais de location ni contrat.
Ces magnifiques demeures servaient non seulement de foyer, mais offraient également un mélange harmonieux d'espace personnel et de lien social. Étonnamment, les architectes contemporains, qui analysent l'agencement des tipis, découvrent un nombre étonnant d'inventions sociales intégrées dans leur conception apparemment basique.